Un matin, un homme traverse la galerie des glaces, il salue 2 courtisans, il descend l'escalier de marbre, et puis, plus rien, plus jamais, pas de corps, pas de procès, pas d'explication. Cet homme a simplement cessé d'exister. Et le plus troublant, c'est que personne n'a posé de questions. Parce qu'à Versailles, sous le règne du roi Soleil, des dizaines de personnes ont disparu comme ça. Des nobles, des serviteurs, des témoins gênants, avalés par la nuit, effacés des registres, oubliés de tous. Le palais le plus brillant d'Europe cachait une vérité terrifiante, une machinerie invisible capable de faire disparaître n'importe qui, sans laisser la moindre trace. Et certaines de ces disparitions restent inexpliquées encore aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre regard sur Louis XIV, pour toujours. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. J'ai hâte de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Versailles, 1685. Le château vient d'être achevé. Et ce que le monde découvre dépasse tout ce qu'il a jamais vu. 2300 fenêtres, 357 miroirs dans une seule galerie, des kilomètres de dorures, de marbre, de fresques célébrant la gloire d'un seul homme. Louis XIV a 57 ans. Il règne depuis 42 ans. Et il vient de créer le plus grand palais que l'humanité ait jamais construit. Chaque matin, à 8 heures précises, le soleil entre par les fenêtres orientales et inonde la galerie des glaces. Les courtisans s'y pressent par centaines, vêtus de soie et de velours, couverts de perruques poudrées et de bijoux étincelants. Ils attendent, ils espèrent, un regard du roi, un mot, un signe qui pourrait changer leur destin. Car à Versailles, tout se joue dans les détails. Une place lors du souper royal peut faire une carrière. Une absence remarquée peut la détruire. Le duc de Saint-Simon, qui a passé sa vie à observer cette cour, l'a écrit avec une précision glaciale. À Versailles, chaque sourire est calculé, chaque révérence est une stratégie, chaque conversation est un piège potentiel. Mais ce que Saint-Simon a aussi consigné dans ses mémoires, c'est autre chose, quelque chose de plus sombre. Il a noté comment certains noms disparaissaient soudainement des conversations, comment certains visages cessaient d'apparaître dans les salons, comment certaines familles, du jour au lendemain, faisaient comme si l'un des leurs n'avait jamais existé. Parce que Versailles n'est pas seulement le palais de la lumière, c'est aussi le palais du silence. Pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces murs dorés, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ce monde. 10 000 personnes vivent dans ce château et ses dépendances. 10 000 personnes qui se croisent, se surveillent, se jalousent. Les princes du sang occupent les appartements les plus proches du roi. Les ducs et les marquis se battent pour les étages nobles. Les simples courtisans s'entassent dans des chambres minuscules, sous les combles, parfois à 6 dans une pièce sans fenêtre, et tous, sans exception, vivent sous le regard permanent du roi. Louis XIV a compris très tôt que le pouvoir absolu ne repose pas seulement sur les armées ou les impôts. Il repose sur le contrôle, sur la surveillance, sur la capacité à tout savoir, tout entendre, tout voir. Alors il a créé un système que l'Europe n'avait jamais connu. Un système où chaque parole peut être rapportée, où chaque lettre peut être ouverte, où chaque secret peut devenir une arme. Le cabinet noir existe depuis le début du règne. C'est un bureau discret installé dans les sous-sols de l'hôtel des Postes à Paris. Chaque jour, des dizaines de commis y travaillent dans le plus grand secret. Leur mission est simple, ouvrir le courrier des Français, nobles, bourgeois, étrangers, ambassadeurs. Personne n'échappe à cette surveillance. Les lettres sont ouvertes à la vapeur, copiées mot pour mot, puis refermées avec une habileté telle que leur destinataire ne soupçonne rien. Les copies sont envoyées directement au roi. Louis XIV les lit lui-même, chaque soir, dans son cabinet privé. Il sait ainsi ce que pensent ses généraux, ce que complotent ses courtisans, ce que murmurent
ses ennemis. Une phrase malheureuse, dans une lettre d'amour, peut déclencher une disgrâce. Une opinion politique hasardeuse peut mener à l'exil. Et parfois, une révélation trop dangereuse peut conduire à bien pire. Car le roi dispose d'une arme que personne n'ose mentionner à voix haute. Une arme qui ne laisse pas de traces de sang, pas de corps sur l'échafaud, pas de scandale public. Cette arme, c'est la lettre de cachet, un simple feuillet de papier, quelques lignes écrites par un secrétaire, le sceau royal en cire rouge, et une phrase qui glace le sang de celui qui la reçoit. De par le roi, il est ordonné de se saisir de la personne de suit un nom, parfois le vôtre. Et à partir de cet instant, vous cessez d'exister. Pas de procès, pas de juge, pas d'avocat, pas de droit de savoir ce qu'on vous reproche. La lettre de cachet est un ordre absolu, sans appel, sans limite de temps. Celui qui la reçoit peut être enfermé pour 1 mois, pour 1 an, pour 10 ans, pour toujours. Personne ne le saura. Sa famille ne sera pas prévenue. Ses amis apprendront simplement qu'il a quitté la cour ou qu'il est parti en province. Et très vite, on cessera de prononcer son nom. Sous le règne de Louis XIV, plus de 150 000 lettres de cachet ont été émises. 150 000 destins brisés d'un trait de plume. Certaines ont servi à enfermer des fous ou des criminels que la justice ordinaire ne pouvait pas atteindre. D'autres ont servi à faire taire des témoins gênants, à éliminer des rivaux politiques, à punir des amants déconduits ou des créanciers trop insistants. Car le roi n'était pas le seul à utiliser cette arme. Les ministres, les intendants, les grandes familles pouvaient aussi demander des lettres de cachet contre un fils indiscipliné, contre une épouse infidèle, contre quiconque dérangeait l'ordre établi. Et c'est ainsi que Versailles, le palais de la lumière, est devenu aussi le palais des disparitions. Les historiens ont longtemps négligé cette réalité. Ils ont préféré raconter les fêtes, les ballets, les victoires militaires. Ils ont célébré le grand siècle sans regarder dans ses cachots. Mais les archives sont là. Les registres de la Bastille, ouverts lors de la Révolution, ont révélé des centaines de noms oubliés, des hommes et des femmes enfermés pendant des décennies sans jamais savoir pourquoi, des prisonniers désignés par des numéros, sans identité, sans passé, sans avenir. Et puis, il y a les autres, ceux qui n'apparaissent dans aucun registre, ceux dont on a effacé jusqu'au souvenir, les véritables disparus de la cour de Louis XIV. Pour comprendre comment cette machine à effacer fonctionnait, il faut plonger dans l'affaire la plus terrifiante du règne, une affaire si scandaleuse que le roi lui-même a ordonné de brûler les preuves, une affaire qui a touché les plus grandes dames du royaume, qui a révélé des crimes impensables et qui a fait disparaître des dizaines de témoins dans le silence le plus total. Cette affaire, c'est l'affaire des poisons, et ce qu'elle va révéler dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes en 1679, Paris vit dans la terreur. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent dans les salons et les tavernes. On parle d'empoisonnement, de morts suspectes, de grandes dames qui consultent des sorcières, de messes noires célébrées dans des caves, avec du sang et des chandelles noires. Au début, personne n'y croit vraiment. Ce sont des histoires de bonnes femmes, des superstitions de quartier. Mais un soir de mars, la police arrête une certaine Catherine Deschaise, connue dans tout Paris sous le nom de « la Voisin ». Et ce qu'elle va révéler va ébranler le royaume jusqu'à ses fondations. La Voisin n'est pas une sorcière ordinaire, c'est une femme d'affaires. Depuis 20 ans, elle tient boutique rue Beauregard, dans un quartier populaire de Paris. Officiellement, elle est sage-femme et chiromancienne. Elle lit les lignes de la main, tire les cartes, prédit l'avenir. Mais officieusement, elle vend autre chose. Des filtres d'amour pour les épouses délaissées, des poudres de fertilité pour les femmes stériles, et pour celles qui veulent se débarrasser d'un mari encombrant ou d'une rivale gênante. Elle propose des substances plus radicales, de l'arsenic, de la poudre de crapaud, du sublimé de mercure,
des poisons qui tuent lentement, sans laisser de traces, en imitant les symptômes de maladies naturelles. Quand les interrogatoires commencent, la voisine nie tout. Elle prétend n'être qu'une simple devineresse, une femme pieuse qui aide les malheureuses. Mais Gabriel Nicolas de La Reynie, le lieutenant général de police, ne se laisse pas duire. C'est un homme méthodique, patient, redoutablement intelligent. Il a inventé l'éclairage public à Paris. Il a nettoyé les rues de leurs immondices. Il a créé le premier fichier de police du royaume. Et maintenant, il va démanteler le plus grand réseau criminel que la France ait jamais connu. Pendant des semaines, La Reynie fait arrêter les complices de la voisine un par un, des alchimistes, des apothicaires, des prêtres défroqués, des sages-femmes, des servantes. À chaque arrestation, de nouveaux noms surgissent. À chaque interrogatoire, de nouvelles horreurs sont révélées. On découvre que la voisine n'était pas seule. Elle dirigeait un réseau de dizaines de personnes, réparties dans tout Paris, qui fournissaient poisons et sortilèges à une clientèle de plus en plus prestigieuse. Et c'est là que l'affaire prend une tournure terrifiante. Car parmi les clients de la voisine, il n'y a pas que des bourgeoises jalouses ou des veuves impatientes. Il y a des noms que personne n'ose prononcer. La comtesse de Soissons, nièce du cardinal Mazarin et ancienne favorite du roi. La duchesse de Bouillon, l'une des femmes les plus brillantes de Paris. La maréchale de Luxembourg, épouse d'un des plus grands généraux du royaume. Et surtout le nom qui fait trembler tout le monde, celui que La Reynie hésite à écrire dans ses rapports, celui qui pourrait faire basculer l'histoire de France. Madame de Montespan. Françoise Athénaïs de Montespan est la favorite officielle de Louis XIV depuis 13 ans. Elle lui a donné 7 enfants, elle règne sur Versailles avec un éclat qui fait pâlir la reine elle-même. Elle est belle, spirituelle, redoutée. Et selon les témoignages qui s'accumulent sur le bureau de La Reynie, elle aurait participé à des messes noires pour conserver l'amour du roi, des cérémonies où des prêtres renégats récitaient des incantations sur son corps nu, des rituels où l'on aurait sacrifié des nouveau-nés, des pratiques si monstrueuses que La Reynie lui-même peine à y croire. Les interrogatoires se multiplient, les témoins parlent, et plus ils parlent, plus l'horreur grandit. Une certaine Marguerite Monvoisin, fille de la voisine, décrit des scènes qui défient l'imagination. Elle raconte avoir vu sa mère fournir des poudres à Madame de Montespan. Elle décrit des messes sacrilèges célébrées dans des caves avec des calices remplis de sang et des hosties consacrées posées sur le ventre de la favorite. Elle affirme que des enfants ont été tués pour ces rituels, leur corps brûlés dans le four de la maison de la rue Beauregard. La Reynie est face à un dilemme impossible. S'il poursuit l'enquête jusqu'au bout, il va accuser la mère des enfants royaux. Il va révéler que la femme qui partage le lit du roi depuis plus d'une décennie est une empoisonneuse et une infanticide. Il va humilier Louis XIV devant l'Europe entière. Mais s'il étouffe l'affaire, il laisse impunis des crimes abominables. Il trahit sa mission. Il devient complice. En avril 1680, La Reynie demande une audience privée avec le roi. Ce qui se dit dans cette entrevue, personne ne le saura jamais avec certitude, mais le résultat est immédiat. Louis XIV ordonne la création d'une chambre de justice extraordinaire, la chambre ardente, pour juger les accusés. Mais il ordonne aussi autre chose, quelque chose qui n'apparaîtra dans aucun procès verbal officiel. Tous les interrogatoires concernant Madame de Montespan sont classés secrets. Les témoins qui l'ont accusée sont isolés dans des cachots séparés avec interdiction absolue de communiquer, et certains de ces témoins purement et simplement disparaissent. La voisine est exécutée en place de Grève le 22 février 1680. Elle est brûlée vive devant une foule immense. 36 autres accusés la rejoignent sur le bûcher ou sur l'échafaud dans les mois qui suivent. La justice du roi s'est abattue, implacable et spectaculaire. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette justice est incomplète,
que les accusations les plus graves n'ont jamais été jugées, que les témoins les plus dangereux ont été réduits au silence. En 1682, Louis XIV ordonne à la Reynie de lui remettre tous les documents de l'enquête, tous les procès-verbaux, tous les interrogatoires, toutes les dépositions. Le roi les lit personnellement, seul, dans son cabinet, puis il les jette au feu de sa propre main. Des centaines de pages, des dizaines de témoignages, des années d'enquête, réduits en cendres en quelques heures. Mais la Reynie a gardé des copies, des notes personnelles, des résumés, des extraits qu'il a cachés dans ses archives privées. Ces documents ont été retrouvés 2 siècles plus tard, et ils révèlent ce que Louis XIV voulait faire disparaître à jamais. Ils révèlent aussi autre chose, une liste de noms, des témoins mineurs de l'affaire, des servantes, des complices de second rang qui ont été arrêtés pendant l'enquête et qui ne sont jamais réapparus. Pas d'exécution publique, pas de procès, pas de registre d'écrous dans les prisons connues. Ces gens ont simplement cessé d'exister. Les historiens estiment aujourd'hui qu'entre 30 et 50 personnes liées à l'affaire des Poisons ont ainsi été effacées, envoyées dans des forteresses lointaines, avec l'ordre de ne jamais les libérer, ou peut-être éliminées plus discrètement encore. Et parmi tous ces disparus, il y en a un dont le destin va fasciner le monde pendant 3 siècles. Un homme, le 24 août 1669, un carrosse quitte Dunkerque sous bonne escorte. À l'intérieur, un prisonnier dont personne ne connaît le nom. Les rideaux sont tirés. Les gardes ont reçu des ordres stricts. Si quelqu'un tente de regarder à l'intérieur du carrosse, ils doivent l'en empêcher par tous les moyens. Si le prisonnier tente de parler à quiconque, ils doivent le tuer sur le champ. Le voyage va durer plusieurs semaines, à travers la France entière, jusqu'à la forteresse de Pignerol, perchée dans les Alpes, à la frontière du royaume. L'homme qui escorte ce prisonnier s'appelle Bénigne d'Auvergne de Sainte-Mars. C'est un officier loyal, méthodique, qui a fait toute sa carrière dans les prisons royales. Il ne pose pas de questions, il obéit. Et pendant les 34 années qui vont suivre, il va consacrer sa vie à garder cet homme dont il ignore lui-même l'identité. Car Sainte-Mars a reçu ses ordres directement du ministre Louvois au nom du roi. Et ces ordres sont d'une précision terrifiante. Le prisonnier doit être maintenu dans un isolement total. Il ne doit parler à personne, jamais, sous aucun prétexte. Si un médecin doit l'examiner, ce sera à travers une grille, sans jamais voir son visage. Si un prêtre doit lui donner les sacrements, ce sera de loin, sans confession possible. Et surtout, son visage doit rester caché en permanence. Au début, on utilise un simple linge, puis, au fil des années, le dispositif se perfectionne. Un masque de velours noir, renforcé par des baleines d'acier, que le prisonnier doit porter dès qu'un être humain entre dans sa cellule. Ce qui frappe les historiens qui ont étudié ce cas, c'est le contraste entre la rigueur de l'isolement et le confort de la détention. Le prisonnier reçoit du linge fin, changé régulièrement. Sa nourriture est abondante et de qualité. Il dispose de livres, de quoi écrire, de meubles convenables. Sainte-Mars lui-même, dans ses lettres à Louvois, se plaint parfois des dépenses occasionnées par ce détenu si particulier. On ne traite pas ainsi un criminel ordinaire. On ne dépense pas tant d'argent pour un simple valet ou un espion de second ordre. Cet homme est quelqu'un d'assez important pour mériter des égards, mais d'assez dangereux pour mériter un silence éternel. Les années passent, Pignerol, puis exil, puis l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes, puis enfin la Bastille en 1698. À chaque transfert, les mêmes précautions. À chaque nouvelle prison, le même isolement. Saint-Mars vieillit avec son prisonnier. Il devient gouverneur de la Bastille, la prison la plus prestigieuse du royaume. Et il emmène avec lui cet homme sans visage, cet homme sans nom, cet homme qui n'existe pas. Le 19 novembre 1703, le prisonnier meurt dans sa cellule de la Bastille. Il avait environ 60 ans.
du Junca, lieutenant du roi, note l'événement dans son journal avec une sobriété qui dit tout. Le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, est mort ce soir vers 10 heures. Il a été enterré le lendemain dans le cimetière de Saint-Paul. Son nom n'a jamais été connu. Le registre paroissial de Saint-Paul mentionne l'enterrement d'un certain Marchioli, un nom visiblement inventé pour l'occasion. Tous les effets personnels du prisonnier sont brûlés. Les murs de sa cellule sont grattés et repeints, au cas où il aurait gravé un message. Même dans la mort, cet homme doit rester un fantôme. Mais les fantômes ont la vie dure. Dès la mort de Louis XIV, en 1715, les rumeurs commencent à circuler. Voltaire, qui a lui-même été emprisonné à la Bastille dans sa jeunesse, enquête sur l'affaire et publie ses conclusions dans Le siècle de Louis XIV. Selon lui, le prisonnier était un frère jumeau du roi, né quelques heures après lui et caché toute sa vie pour éviter une guerre de succession. L'hypothèse est romanesque, séduisante, parfaite pour enflammer les imaginations. Alexandre Dumas s'en emparera un siècle plus tard pour écrire Le Vicomte de Bragelonne. Mais elle ne repose sur aucune preuve solide. Aucun document d'époque ne mentionne un frère jumeau de Louis XIV. La reine Anne d'Autriche a accouché en public, devant des dizaines de témoins, comme le voulait la tradition. Un deuxième enfant n'aurait pas pu être dissimulé. Alors qui était vraiment cet homme derrière le masque ? Les historiens ont proposé des dizaines d'hypothèses au fil des siècles. Certains ont avancé le nom du comte de Vermandois, fils illégitime de Louis XIV, officiellement mort en 1683, mais peut-être enfermé secrètement pour une faute impardonnable. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait du surintendant Fouquet, le ministre disgracié, officiellement mort en 1680 dans sa prison de Pignerol, mais peut-être maintenu en détention sous une fausse identité. D'autres encore ont proposé des noms plus obscurs, des agents doubles, des diplomates compromis, des détenteurs de secrets d'État trop dangereux pour être révélés. Mais l'hypothèse, qui convainc aujourd'hui le plus grand nombre d'historiens, est à la fois plus simple et plus troublante. Le prisonnier au masque de fer serait un certain Eustache d'Augère, arrêté en 1669 sur ordre de Louvois. Les archives mentionnent ce nom avec une mise en garde explicite. Ce prisonnier ne doit jamais révéler ce qu'il sait, sous peine de mort immédiate. Mais qui était Eustache d'Augère ? Un valet, selon certains documents. Un homme impliqué dans l'affaire des poisons, selon d'autres. Peut-être un témoin de transactions secrètes entre la France et l'Angleterre. Peut-être quelqu'un qui savait quelque chose sur la naissance du roi lui-même, sur les négociations avec Cromwell, sur les arrangements financiers de Mazarin. La vérité, c'est que nous ne saurons probablement jamais. Louis XIV a emporté ce secret dans sa tombe. Saint-Mars est mort sans jamais révéler l'identité de son prisonnier, si tant est qu'il l'ait connu lui-même. Les archives ont été purgées, les témoins ont disparu, les traces ont été effacées avec une efficacité redoutable. Mais ce qui rend cette histoire si fascinante, ce n'est pas seulement le mystère de l'identité, c'est ce qu'elle révèle sur la nature du pouvoir absolu. Louis XIV pouvait faire disparaître n'importe qui, un prince du sang, un ministre, un simple valet, peu importe. Il pouvait l'enfermer pendant 34 ans sans que personne n'ose poser de questions. Il pouvait lui voler son visage, son nom, son existence même. Et quand cet homme mourait enfin, il pouvait effacer jusqu'au souvenir de son passage sur Terre. Le masque de fer est devenu un symbole, le symbole de tous les disparus de l'Ancien Régime, de tous ceux qui ont été avalés par les cachots royaux. Le 18 octobre 1685, Louis XIV signe un document qui va bouleverser des centaines de milliers de vies. Ce document, c'est l'édit de Fontainebleau, plus connu sous le nom de révocation de l'édit de Nantes. En quelques lignes, le roi efface 87 ans de coexistence religieuse. En quelques lignes, il déclare que le protestantisme n'existe plus en France. Les temples doivent être détruits. Les pasteurs doivent quitter le royaume.
dans les 15 jours. Les écoles protestantes sont fermées. Les baptêmes, les mariages, les enterrements doivent désormais être catholiques et uniquement catholiques. Quant aux fidèles, ils n'ont pas le droit de partir. Ils doivent rester, se convertir et oublier la foi de leurs ancêtres. Louis XIV présente cette décision comme un triomphe. Dans les semaines qui suivent, des centaines de milliers de conversions sont enregistrées à travers le royaume. Les évêques envoient des rapports enthousiastes. Le protestantisme français semble avoir disparu du jour au lendemain. Comme par miracle, la propagande royale célèbre le roi très chrétien qui a ramené l'unité religieuse dans son royaume. Les médailles commémoratives sont frappées. Les Te Deum sont chantés dans toutes les cathédrales. Louis XIV est au sommet de sa gloire spirituelle. Mais derrière cette façade triomphale, la réalité est tout autre. Ces conversions massives n'ont rien de sincère. Elles ont été obtenues par la terreur. Depuis plusieurs années déjà, avant même la révocation officielle, le roi a envoyé ses dragons dans les provinces protestantes. Les dragonnades, c'est le nom que l'histoire a retenu pour ces expéditions punitives. Des régiments de cavalerie sont logés de force chez les familles protestantes. Les soldats ont carte blanche, ils mangent tout, boivent tout, cassent tout. Ils empêchent les habitants de dormir pendant des jours entiers. Ils menacent, humilient, frappent parfois, et ils ne partent que lorsque la famille signe son abjuration. Des dizaines de milliers de protestants ont cédé sous cette pression. Ils ont signé des formulaires de conversion pour faire cesser le cauchemar. Mais ils n'ont pas changé de foi. Ils sont devenus ce qu'on appelle les nouveaux convertis, des catholiques de papier qui continuent à prier en secret selon leur religion d'origine. Et c'est précisément ce que le roi ne peut pas tolérer, car une conversion forcée ne vaut rien si elle n'est pas sincère. Et une conversion qui n'est pas sincère est une insulte permanente à l'autorité royale. Alors commence une deuxième vague de persécution, plus insidieuse, plus cruelle peut-être que la première. Les autorités traquent les relapses, ces nouveaux convertis qui continuent à pratiquer leur ancienne religion en cachette. Des espions infiltrent les communautés, des voisins dénoncent leurs voisins, des enfants sont interrogés sur les pratiques de leurs parents, et pour ceux qui sont pris, les châtiments sont terribles. Les hommes sont envoyés aux galères, les femmes sont enfermées dans des couvents ou des prisons, et les enfants sont arrachés à leurs familles. C'est peut-être l'aspect le plus glaçant de cette persécution. Louis XIV a ordonné que les enfants des protestants soient enlevés et placés dans des institutions catholiques. L'idée est simple et terrifiante. Si les parents refusent de se convertir sincèrement, on convertira leurs enfants de force. On les élèvera dans la vraie foi. On leur fera oublier leurs origines. En une génération, le protestantisme français sera éradiqué non pas par la violence, mais par l'effacement. Les archives conservent des traces déchirantes de ces enlèvements, des lettres de mères qui supplient qu'on leur rende leurs enfants, des pétitions de pères qui proposent de se convertir, de faire n'importe quoi, pourvu qu'on leur dise où sont leurs fils et leurs filles. La plupart de ces lettres sont restées sans réponse. Les enfants étaient dispersés dans des couvents, des hospices, des familles d'accueil catholiques, à travers tout le royaume. Certains n'ont jamais revu leurs parents. Certains ont grandi sans savoir d'où ils venaient. Certains ont oublié jusqu'à leur propre nom. Une lettre conservée aux archives de La Rochelle, datée de 1686, témoigne de ce déchirement. Une mère protestante écrit « On m'a pris mes 3 enfants. On m'a dit qu'ils seraient élevés dans la vraie religion. Je ne sais même pas où ils sont. Je ne sais pas s'ils sont vivants. Je supplie qu'on me dise au moins s'ils vont bien. Mais personne ne me répond. Personne ne veut me dire où sont mes enfants. » Cette femme n'a probablement jamais revu ses enfants. Et ils sont des milliers, des dizaines de milliers peut-être, à avoir vécu le même drame. Pour ceux qui refusaient de se soumettre, qui continuaient à résister malgré tout, le châtiment était encore plus terrible.
Les hommes étaient condamnés aux galères du roi. Enchaînés à leurs bancs, ils ramaient jusqu'à l'épuisement sur les navires de la flotte méditerranéenne. Beaucoup mouraient dans les premières années, de fatigue, de maladie, de mauvais traitements. Ceux qui survivaient pouvaient rester enchaînés pendant des décennies. Certains galériens protestants ont ramé pendant 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus tenir. Les femmes, elles, étaient envoyées dans des prisons spéciales. La plus célèbre est la tour de Constance à Aigues-Mortes. Cette tour ronde, massive, sans fenêtres, est devenue le symbole de la résistance protestante. Des femmes y ont été enfermées pour avoir refusé de renier leur foi. Certaines y sont restées plus de 30 ans. Marie Durand, arrêtée à l'âge de 15 ans, n'en est sortie qu'à 53 ans, après 38 années de captivité. Sur les pierres de sa cellule, elle a gravé un seul mot, « résister ». Ce mot est encore visible aujourd'hui. Mais tous les protestants n'ont pas attendu d'être arrêtés. Malgré l'interdiction formelle de quitter le royaume, des centaines de milliers d'entre eux ont choisi l'exil. Ils ont fui de nuit, par les chemins de contrebande, à travers les montagnes et les forêts. Ils ont abandonné leurs maisons, leurs terres, leurs commerces, tout ce qu'ils possédaient. Ils sont partis vers la Suisse, vers les Pays-Bas, vers l'Angleterre, vers le Brandebourg, vers l'Amérique. On estime qu'entre 200 000 et 300 000 protestants français ont ainsi quitté le royaume dans les années qui ont suivi la Révocation. Louis XIV a perdu d'un coup certains de ses sujets les plus industrieux, les plus éduqués, les plus entreprenants, des artisans, des marchands, des banquiers, des médecins, des ingénieurs. Ils ont emporté avec eux leurs compétences, leurs secrets de fabrication, leurs réseaux commerciaux, et ils les ont mis au service des pays qui les ont accueillis. Berlin, Amsterdam, Londres se sont enrichis de cet exode. La France, elle, s'est appauvrie. Certains historiens considèrent que la révocation de l'édit de Nantes a été l'une des plus grandes erreurs économiques de l'Ancien Régime. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, il y a des destins individuels. Le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, Louis XIV meurt dans sa chambre de Versailles. Il a 76 ans. Il a régné pendant 72 ans, le plus long règne de l'histoire de France. Autour de son lit, les courtisans se pressent une dernière fois. Ils regardent s'éteindre celui qui a été le centre de leur univers pendant plus d'un demi-siècle. Le roi Soleil, le monarque absolu, le maître de Versailles, n'est plus qu'un vieil homme épuisé dont la jambe gangrenée empeste la chambre royale. Dans les jours qui suivent, son corps est transporté à Saint-Denis pour y être inhumé auprès de ses ancêtres. Le cortège funèbre traverse Paris sous les regards silencieux de la foule. Mais ce silence n'est pas celui du deuil, c'est celui du soulagement. Les Parisiens sont épuisés par les guerres interminables, par les impôts écrasants, par les famines qui ont décimé le royaume dans les dernières années du règne. Certains chroniqueurs rapportent même des rires et des moqueries sur le passage du convoi. Le peuple de France enterre son roi sans larmes. Louis XIV laisse derrière lui un héritage monumental. Versailles, bien sûr, ce palais qui éblouit encore le monde 3 siècles plus tard. Les conquêtes territoriales qui ont agrandi le royaume, l'Académie française, l'opéra, les manufactures royales, l'administration centralisée. La France est devenue, sous son règne, la première puissance d'Europe, le modèle que toutes les cours cherchent à imiter. Le français est la langue de la diplomatie, de la culture, de l'élégance. Le grand siècle mérite son nom. Mais il y a un autre héritage, celui qu'on ne célèbre pas dans les manuels d'histoire. Plus de 150 000 lettres de cachet émises en 72 ans de règne. Des centaines de prisonniers morts dans les cachots royaux, sans avoir jamais été jugés. Des dizaines de témoins de l'affaire des poisons, effacés des registres. Un homme enfermé 34 ans derrière un masque de fer. 200 à 300 000 protestants chassés du royaume ou enfermés jusqu'à la mort.
des milliers d'enfants arrachés à leur famille, des femmes emprisonnées pendant des décennies pour avoir refusé de mentir sur leur foi. Ce bilan-là, Louis XIV ne l'a jamais dressé, et pendant longtemps, l'histoire officielle a préféré l'ignorer. Il a fallu attendre la Révolution française pour que certaines de ces vérités commencent à émerger. Le 14 juillet 1789, la Bastille est prise d'assaut. Les révolutionnaires espèrent y trouver des centaines de prisonniers politiques, victimes de l'arbitraire royal. En réalité, ils n'en libèrent que 7, dont 4 faussaires et 2 fous. Mais ce qu'ils découvrent dans les archives de la prison est bien plus précieux que des prisonniers. Des milliers de documents, des registres d'écrous, des lettres de cachet, des correspondances entre les gouverneurs et les ministres. Pour la première fois, le fonctionnement de la machine à disparaître est exposé au grand jour. Ces archives révèlent des histoires qui avaient été ensevelies pendant des décennies, parfois des siècles. Des hommes enfermés pour avoir écrit un pamphlet contre un ministre, des femmes emprisonnées à la demande de leur mari pour adultère supposé, des fils de famille jetés au cachot par leur propre père pour les punir de mésalliance ou de dettes de jeu. Et puis, il y a les autres, ceux dont on ne sait presque rien, des numéros dans des registres, des mentions laconiques, prisonniers, inconnus, entrés, le, mort, le, parfois même pas de date de décès, juste un vide, un silence, une absence. Les historiens ont passé 2 siècles à fouiller ces archives, à croiser les sources, à reconstituer des destins oubliés. Ils ont retrouvé des lettres de prisonniers, parfois griffonnées sur des morceaux de tissu, parfois gravées sur les murs de leurs cellules. Des messages d'une humanité déchirante, écrits par des hommes, et des femmes qui savaient qu'ils allaient mourir dans l'oubli, mais qui refusaient de disparaître sans laisser de traces. Un prisonnier anonyme de la Bastille a écrit ces mots, retrouvés sur le mur de sa cellule. « Je ne sais plus depuis combien d'années je suis ici. Je ne sais plus pourquoi. Je sais seulement que j'ai existé et que quelqu'un, peut-être, lira ces lignes. Quelqu'un les a lues. Nous les lisons aujourd'hui. Et c'est peut-être la seule victoire possible contre la machine à effacer. Car le pouvoir absolu peut enfermer les corps. Il peut faire taire les voix. Il peut brûler les archives et gratter les murs. Mais il ne peut pas effacer complètement ce qui a existé. Il reste toujours une trace, un murmure, un souvenir qui survit malgré tout. Il reste toujours quelqu'un pour chercher, pour fouiller, pour exhumer les vérités enfouies. Louis XIV a voulu être le roi soleil, le centre d'un système où tout tournait autour de lui. Il a réussi au-delà de ses espérances. Versailles brille encore de sa lumière, mais toute lumière projette des ombres, et dans les ombres de son règne, des milliers de Français ont vécu et sont morts dans le silence. Des nobles disgraciés, des témoins gênants, des protestants obstinés, des prisonniers sans nom. Ils n'ont pas eu droit aux honneurs funèbres de Saint-Denis. Ils n'ont pas eu droit à une épitaphe. Certains n'ont même pas eu droit à une tombe. Mais aujourd'hui, 3 siècles plus tard, nous pouvons enfin leur rendre ce qui leur a été volé. Une voix, une reconnaissance, une place dans notre mémoire collective. Car l'histoire n'appartient pas seulement aux vainqueurs, aux rois et aux conquérants. Elle appartient aussi à ceux qui ont été vaincus, enfermés, effacés. Elle appartient à tous ceux qui ont résisté, même dans le silence de leur cachot. Elle appartient à cette mère protestante qui n'a jamais revu ses enfants. Elle appartient à Marie Durand qui a gravé « Résister » sur les murs de sa prison. Elle appartient à cet homme sans visage qui a porté un masque de fer pendant 34 ans sans jamais révéler son secret. Le marquis de Termes a disparu le 14 mars 1680. Il a traversé la galerie des glaces, il a descendu l'escalier de marbre, et puis plus rien. Nous ne saurons probablement jamais ce qu'il est devenu.
Mais nous savons désormais qu'il n'était pas seul. Dans l'ombre de Versailles, dans les cachots de la Bastille, dans les forteresses des Alpes et les tours du Languedoc, des milliers d'autres l'ont rejoint, effacés par la volonté d'un roi, ensevelis par le silence de l'histoire. Aujourd'hui, pour la première fois peut-être, nous leur rendons une voix. Et cette voix nous rappelle une vérité que chaque